Merci de nous suivre toujours sur YouTube pour ce forum du patrimoine en direct du Salon international du patrimoine culturel. 6e édition pour ce forum à l'occasion donc du 30e anniversaire du Salon international du patrimoine culturel qui bat son plein. Nous allons aborder une autre thématique à présent, comment faire vivre les savoir-faire. Car évidemment, si les monuments et les œuvres traversent le temps, c'est grâce à celles et ceux qui le restaurent, justement ce patrimoine, l'entretiennent et le réinventent également. Les savoir-faire constituent un patrimoine immatériel. Ils ne vivent que s'ils se transmettent et ils ne se transmettent que s'ils trouvent des débouchés, des chantiers, mais aussi des marchés. Alors comment faire pour que ces métiers perdurent, s'adaptent et se valorisent? Quels sont aujourd'hui les leviers économiques, culturels et aussi sociaux qui permettent de faire exister ces savoir-faire? On va le voir avec vous deux. Merci d'être là sur ce forum du patrimoine. Olivier Lenoir, vous êtes délégué général de l'Union Rempart. À vos côtés, on a Thomas Georges, directeur général de Chevalier Nord et également coprésident donc, du groupement des entreprises de restauration de monuments historiques. Votre entreprise est d'ailleurs basée dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais précisément. Elle est spécialisée et qualifiée depuis plus de 30 ans dans la restauration du patrimoine et des monuments historiques dans le domaine notamment de la maçonnerie et de la taille de pierre. On aura sans doute évidemment l'occasion d'utiliser quelques exemples concrets autour des savoir-faire. Comment on peut définir justement aujourd'hui un savoir-faire patrimonial? Alors, le savoir-faire patrimonial, c'est un savoir-faire, on va dire, qui va s'adapter aux édifices sur lesquels on intervient. Ça demande vraiment, en plus d'une connaissance technique particulière, ça demande vraiment une passion, une connaissance du bâtiment sur lequel on intervient et surtout des techniques qui ont permis la construction des ouvrages sur lesquels on intervient, c'est-à-dire connaître les matériaux, la façon dont ils ont été mis en œuvre, et donc adapter les techniques pour respecter la sensibilité de l'édifice sur lequel on travaille. Et quelle est la valeur d'un savoir-faire au-delà justement de la technique? Moi, je dirais que c'est un savoir-faire qu'on a hérité, dont on a hérité. Et c'est ça aussi sa force finalement. Hein. C'est un savoir-faire qui était déjà utilisé par le tailleur de pierre du Moyen-Âge. Enfin, c'est une image d'Épinal, mais globalement, on voit bien ce que cela veut dire. Ça veut dire que quand on restaure un château, une église, et qu'on taille une pierre, on le fait à la manière du tailleur de pierre qui a taillé la pierre primitive avec ses outils. Alors, ces outils, ils ont pu évoluer, mais nous, en tant qu'association, en tout cas, on est vraiment attaché à utiliser des savoir-faire manuels, par exemple, qui étaient ceux, justement, utilisés dès le Moyen-Âge, par exemple. Et ce savoir-faire hérité, il a une charge, finalement, historique, mais aussi culturelle extrêmement forte. On a le sentiment, finalement, de renouveler et de transmettre des gestes ancestraux, des gestes hérités. Et je pense que les personnes qui mettent en œuvre ces techniques en sont fiers. On a le sentiment finalement qu'avec une mécanisation, il y a un certain nombre de savoir-faire qui peuvent être reproduits, mais la fierté de produire un élément, une pierre, un parallélépipède bien taillé, eh bien, quelle joie pour la personne qui le fait, ou en tout cas qui le découvre dans le cadre de nos associations en tout cas, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement fort pour la personne. Qu'est-ce que l'on perd lorsqu'un savoir-faire disparaît, Thomas? Lorsqu'un savoir-faire disparaît, on perd un passeur de relais. C'est-à-dire que nos entreprises, de génération en génération, transmettent un geste bien particulier qui permet de restaurer le patrimoine. On l'a toujours dit, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, on a su répondre à l'enjeu parce que depuis plus de 60 ans, nos entreprises continuent à former, continuent à transmettre les gestes. Et donc, on a pu répondre à l'enjeu de la reconstruction. Si demain, ce passage de relais ne se fait plus et qu'une autre catastrophe de ce genre intervient, nous ne serons pas forcément là pour le reconstruire. Et ça pourrait être irréversible. À Union Rempart, vous avez à cœur justement de mener des chantiers de bénévoles qui permettent à des jeunes ou à des passionnés de découvrir les métiers du patrimoine. Est-ce que justement ces expériences contribuent à faire vivre concrètement les savoir-faire et à les préserver? Alors là, moi j'en suis persuadé. Effectivement, on a des exemples extrêmement forts dans notre réseau. Je pense au château de Berzilsec par exemple, où on a pu restaurer la chapelle du château classé monument historique en taillant
les grumes qui ont servi à constituer la charpente. On a cuit les tuiles qui ont pu être posées pour poser sur cette charpente. On a fait les carreaux de pavement, cuit les carreaux de pavement et posé ces carreaux de pavement en les réintégrant dans le carrelage initial. On a également fait la restauration entière des vitraux, et tout ça avec des bénévoles, encadrés par des personnes sachant, puisque les savoir-faire, ça se transmet, mais ça se transmet avec des personnes qui savent et qui peuvent ensuite enseigner aux personnes qui viennent participer à nos chantiers, qui sont souvent totalement novices sur ces techniques et qui vont apprendre à mettre en œuvre les techniques. Et effectivement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quelle joie, quel bonheur de pouvoir, pour ces jeunes gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour porter ces gestes, de mener à bien ces gestes, et puis de voir le résultat de leur action, de leur œuvre finalement, de leur œuvre collective, puisque c'est aussi ça qu'on peut retenir des savoir-faire traditionnels, c'est qu'ils sont souvent collectifs et que cette charge du collectif, elle est extrêmement importante. Vous représentez, Thomas, à la fois une entreprise, parce que là on est sur une association, ce sont deux domaines très différents. Quand vous écoutez Union Rempart et Olivier, vous partagez le même avis justement sur cette transmission, qu'on soit bénévole, passionné ou professionnel? Bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel, c'est la valeur première, c'est le fondement premier de l'existence du GMH, c'est d'assurer la transmission des savoir-faire. Et c'est vrai que des associations telles que Union Rempart permet pour certaines personnes de mettre un premier pas dans ces métiers, de découvrir le métier et ensuite de se dire tiens, c'est peut-être une vocation qui me convient. Donc que ce soit des jeunes qui s'investissent à titre bénévole sur une première opération pendant leurs vacances scolaires, des choses comme ça, ou que ce soit des personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est une source pour nous, entreprises, de créer une vocation. Et ensuite, c'est à nous de prendre relais entreprises pour les former, leur expliquer les bons gestes pour qu'ils deviennent vraiment professionnels dans cette activité, s'ils sont épanouis et intéressés et surtout passionnés. Comment vous percevez d'ailleurs justement l'évolution des savoir-faire dans les métiers de la restauration du patrimoine? Alors l'évolution des métiers, elle dépend d'une chose essentielle, c'est l'activité. Avant tout, pour pouvoir continuer à transmettre nos savoir-faire, il faut absolument continuer à pratiquer notre œuvre, pratiquer nos savoir-faire. Donc, il faut absolument avoir des chantiers. C'est vrai qu'en ces périodes de remise en question budgétaire sur l'investissement dans le patrimoine, c'est des grosses incertitudes pour nos entreprises. Pour former un compagnon, pour former un tailleur de pierre, il faut une dizaine d'années. Donc, il nous faut absolument de la visibilité sur l'activité. Des longs chantiers. Voilà, pour qu'on puisse continuer à embaucher, continuer à prendre des apprentis et les former sur le long terme. Comme on le dit toujours, pour continuer à garder son savoir-faire, un pianiste doit continuer à jouer. Et nous, c'est exactement pareil. Pour qu'on puisse continuer à transmettre les savoir-faire, il faut absolument garder un niveau d'activité minimum pour permettre aux entreprises de perdurer. Et au-delà de l'activité, est-ce que les entreprises justement trouvent encore les profils qualifiés dont elles ont besoin? Alors des profils qualifiés, c'est extrêmement rare. La plupart des profils qualifiés sont déjà dans nos entreprises. C'est des personnes qui sont chez nous depuis plus de 10 ans. Il y a certaines personnes qui sont intégrées à nos entreprises, qui ont fait toute leur carrière dans une même entreprise. Nous, l'intérêt aujourd'hui, c'est de susciter des vocations, comme je disais tout à l'heure. C'est d'attirer à la fois les jeunes vers nos métiers, mais aussi des personnes en reconversion qui seraient susceptibles de s'intéresser à nos métiers et ensuite d'en faire... de les développer au plus haut niveau. Vous parlez du marché justement et des perspectives de long terme. C'est très important dans la restauration patrimoniale d'avoir des grandes tendances, on va dire. Quelle est là la situation en ce moment? Je vois que vous portez un badge budget sacrifié patrimoine en danger. Oui. On est plutôt dans une tendance qui est à la baisse. Oui, tout à fait. Alors on comprend qu'à l'échelle nationale, il y a des efforts financiers à faire, ça c'est une évidence. Mais là, actuellement, on parle d'une baisse de 40% sur l'investissement dans la restauration du patrimoine par l'État, ce qui est une catastrophe parce que les investissements de l'État permettent ensuite de créer des effets de levier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une baisse de 40% de l'État, on parle à peu près de 200 millions d'euros de coûts budgétaires sur l'investissement dans le patrimoine. C'est près de 500 millions d'euros de travaux qui ne seront pas réalisés. Donc c'est quelque chose qui est catastrophique pour le secteur. Et des savoir-faire qui ne sont pas suffisamment valorisés justement dans les appels d'offres. Alors dans les appels d'offres, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on a un système en France qui permet vraiment d'assurer une sélection d'entreprises qualifiées. On a un système de qualification qui permet de faire en sorte qu'on sélectionne des entreprises qui ont les compétences pour intervenir sur le patrimoine français. C'est des interventions qui sont financées par de l'argent public. Donc il faut absolument s'assurer d'avoir un niveau d'excellence dans la réalisation des travaux. Comme on le dit toujours, on ne travaille pas pour une garantie décennale. On ne restaure pas les patrimoines tous les 10 ans. Il faut des entreprises qui ont des savoir-faire, qui vont pousser l'excellence de la restauration pour obtenir vraiment une restauration qui sera centenaire. Et donc c'est un enjeu essentiel de sélectionner des entreprises qui vont respecter le monument, faire les travaux dans les règles de l'art. Il faut absolument se battre contre la politique du moins 10 ans. On ne travaille pas, on ne restaure pas un monument pour une élection électorale. On le restaure pour les 100 années à venir. Et pour les autres générations. Pour les autres générations. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. Quels sont les freins que les entreprises du patrimoine rencontrent, notamment par exemple un manque de main-d'œuvre, une complexité administrative, de la concurrence Alors, les freins aujourd'hui, le frein principal, on en a parlé, c'est le budget de l'État. Ce sont les finances de l'État, voilà, oui. Qui nous permet d'exercer nos métiers. Ça, c'est évident. Ensuite, on a aussi une autre problématique, c'est le fait de crouler sous certaines normes qui ne sont pas adaptées à nos métiers. Des normes qui sont plutôt réalisées pour les travaux de construction neuve, de construction en bâtiment classique, on va dire. Et ou parfois aussi des conditions d'intervention qui sont très, très lourdes financièrement et qui vont entamer le budget qu'on pourrait allouer à une restauration de patrimoine pour des problématiques de contraintes de contraintes normatives, des choses comme ça. Union Rempart est souvent en lien aussi avec les collectivités, avec les pouvoirs publics, mais aussi les monuments privés. Est-ce que vous voyez finalement une évolution dans la manière dont les maîtres d'ouvrage conçoivent la valorisation du patrimoine ? Alors, oui, évidemment, il y a des évolutions, mais je reviendrai un tout petit peu sur ce que vient de dire monsieur sur la question aussi de la mobilisation des personnes vers les métiers. Je dirais que ça, c'est une préoccupation que nous avons sur nos chantiers. Vous le disiez, hein, les bénévoles, nous leur donnons l'occasion, au travers de nos chantiers de bénévoles, de découvrir des métiers. Et je pointerai là plutôt finalement la méconnaissance des jeunes, notamment de ces métiers. En fait, on parle peu, dans le cadre de l'éducation nationale, des métiers manuels en général et des métiers du patrimoine et du patrimoine bâti. C'est un problème de fond, ça, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est historique. C'est un problème aussi vieux que nos monuments. Moi, quand j'étais enfant, on n'a jamais parlé du métier de maçon. C'est une évidence. Et on n'en parle toujours pas aujourd'hui, ou en tout cas pas suffisamment. Mais comment on pourrait mieux transmettre alors je pense que ce que nous portons, nous, dans le cadre de nos chantiers, c'est une façon de proposer, au travers des loisirs, hein, des vacances, la découverte de ces métiers. Mais c'est aussi des activités que nous menons en partenariat avec les établissements scolaires, donc dans le cadre scolaire. Et donc, il ne faut pas toujours tirer sur l'éducation nationale, mais il faut l'accompagner dans cette vision et dans cette proposition, finalement, de présentation des métiers aux enfants et aux jeunes, au travers de journées découvertes des métiers, d'accueil sur nos monuments, qui sont finalement des écoles ouvertes à des jeunes pour qu'ils puissent découvrir pendant le temps scolaire, pendant une demi-journée, la taille de pierre, le métier de tailleur de pierre, rencontrer un tailleur de pierre parce que cet atelier il sera animé par un professionnel et pouvoir parler métier avec entre ses enfants, ses élèves et les professionnels. On a des activités un peu de même nature avec les missions locales aussi. Donc là, on est avec des jeunes de 16 à 25 ans, sans formation. Donc plutôt de l'insertion. Et plutôt de l'insertion, mais on a aussi des gens qui ont finalement une formation, mais qui ne leur convient pas, puisqu'ils sont sans emploi. C'est aussi ça la question. Et à qui on peut faire une proposition, justement, de découverte, là encore, de découverte de métiers, de participation à un chantier de bénévole, hein, dans le cadre d'un parcours qui peut être sanctionné, si j'ose dire, par un livret de compétences qui permet aux jeunes de dire « j'ai une appétence, une envie à travailler sur le patrimoine et à me former sur ces questions », puisque vous le disiez bien, on n'est pas des organismes de formation, on est là pour être un tremplin, de mettre en visibilité un métier, une technique, et de finalement être une proposition, une offerte aux jeunes qui
auront peut-être l'idée de rentrer effectivement à ce moment-là dans une formation au long cours vers les métiers passionnants que sont les métiers du bâtiment. Thomas, qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Je pense qu'il faut aussi avant tout casser l'image qu'on a depuis des années des métiers manuels qui sont toujours considérés comme une voie de garage. C'est toujours le principe de tu ne réussis pas à l'école, tu vas aller dans la contrat d'apprentissage. C'est faux, c'est entièrement faux. Il faut arrêter ces idées reçues. Il faut aussi arrêter les idées reçues sur nos métiers, comme quoi ce sont des métiers difficiles, éprouvants. Effectivement, il y a encore des contraintes, mais les métiers se sont largement améliorés. On a largement amélioré les conditions d'intervention, de sécurité, d'hygiène sur les chantiers, arrêter le port de charges lourdes. On considère toujours que, par exemple, le métier de tailleur de pierre, c'est un métier d'homme. Allez sur notre stand aujourd'hui, nous avons 2 jeunes apprentis, 2 jeunes femmes apprentis qui sont en train de tailler la pierre. On a des outils qui permettent d'aider. Il n'y a plus de contraintes physiques. Nos métiers s'améliorent et il faut aussi comprendre qu'on peut faire une belle carrière en passant par l'apprentissage. Et au contraire, il y a des gens qui font des plus belles carrières en passant par l'apprentissage qu'en passant par la voie classique. Combien de fois on a des reconversions de personnes qui ont fait des études, des avocats, et qui reviennent vers nous en disant « je voudrais devenir tailleur de pierre ». Il faut absolument casser ces idées reçues et continuer à promouvoir les métiers. Et ce n'est pas en supprimant les aides aux entreprises sur l'emploi des apprentis qu'on va améliorer la situation. Quel rôle vous pensez jouer finalement, ou vous aimeriez jouer et que vous ne pouvez pas pleinement remplir? Au niveau de la formation des jeunes, c'est toujours pareil, c'est une question difficile. Vous avez 2 heures pour y répondre. Non, c'est vrai que ce qu'on aimerait faire, c'est faire plus de promotion de nos métiers. Mais on est aussi des entreprises. Alors effectivement, 2-3 fois par an, on organise des visites avec la Fédération française du bâtiment. On organise les coulisses du bâtiment. On fait les journées européennes du patrimoine. Mais ça demande de la mobilisation de personnel. Ça demande de la mobilisation de main-d'œuvre, de temps à accorder. Et est-ce que c'est vraiment le rôle des entreprises de faire cette promotion ? Il faut attirer les jeunes dans nos centres de formation, ça c'est une évidence. Alors les entreprises peuvent y contribuer, mais je pense qu'aujourd'hui on se base beaucoup avec l'aide de nos campus. On a des campus universitaires qui se sont créés un peu partout en France, des campus des métiers d'art et du patrimoine. Notamment le campus de Versailles qu'on a évoqué dans une précédente émission. Et donc ces campus organisent des événements pour justement promouvoir les métiers. Et c'est ensuite le rôle des entreprises d'être présentes lorsque ces événements se programment pour qu'on puisse mettre en place de la main-d'œuvre qualifiée et montrer les savoir-faire, faire des démonstrations de métiers. Olivier, je reviens avec ma question précédente. Je disais que vous êtes souvent en lien avec des collectivités ou des monuments privés. Est-ce que vous voyez une évolution justement de la part de ces partenaires, maîtres d'ouvrage, dans la valorisation du patrimoine et notamment la prise en considération de ces métiers ? Moi, j'ai le sentiment que les collectivités locales, les collectivités territoriales, elles sont des acteurs importants du territoire du développement, mais aussi à l'égard des populations qui y habitent. Et effectivement, elles sont intéressées par la formation des jeunes. Et ça, c'est une entrée qui est souvent finalement discutée avec les collectivités. C'est-à-dire évidemment pour le portage d'une action de restauration du patrimoine et par l'association locale des Amis du Château, mais aussi effectivement toutes les actions éducatives qui peuvent être menées. Et là, c'est des collectivités, mais c'est aussi les écoles, c'est finalement l'environnement et l'écosystème autour du monument et de l'activité de restauration qui incite les associations et appelle les associations à développer des actions de formation, des actions d'éducation, des actions de sensibilisation. Et je reviens sur ce que disait mon collègue, si j'ose dire, sur les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine sont un moment où on peut parler métiers, où on peut faire des démonstrations techniques et dire voilà des métiers accessibles, voilà comment vous pouvez vous mettre dans une filière comme celle-ci. Et là, je pense par exemple à une opération qu'on mène maintenant depuis plusieurs années avec la ville de Paris à l'occasion des journées du patrimoine, un village des métiers qu'on a mis en place avec Karen Tayeb, l'adjointe à la maire de Paris, sur la question des métiers, et où on se retrouve maintenant depuis plusieurs années avec un lycée qui est le lycée Hector Guimard, les compagnons, une entreprise travaillant avec la ville, et nous-mêmes, finalement, par les métiers, aux gens qui ont visité l'hôtel de ville. À l'issue de la visite, ils tombent sur notre village des métiers. Eh bien, je vous jure qu'à l'issue de ce parcours entre nos stands, je suis sûr que des jeunes gens intègrent des formations au métier
auxquels ils n'auraient pas pensé s'ils n'étaient pas tombés sur notre petit conglomérat, associations, écoles, lycées, entreprises, compagnons. Là, il y a effectivement un écosystème qui donne à voir le métier. Est-ce qu'il y a un effet Notre-Dame de Paris, puisqu'on le sait, en fait, les métiers ont été mis en lumière d'une façon totalement inédite ces 5 dernières années grâce au chantier de la restauration. Est-ce que vous ressentez ça justement, que ces savoir-faire sont quand même mieux connus? Alors effectivement, il y a eu l'effet Notre-Dame de Paris, on a pu le ressentir, ça a été des données chiffrées qui ont bien prouvé que la filière formation dans les métiers du patrimoine a largement évolué suite aux présentations des métiers qui ont pu être faites sur Notre-Dame de Paris. Maintenant, l'enjeu, c'est de préserver ça. Il faut absolument qu'on continue. Notre-Dame de Paris continue, mais on n'est plus sur la même échelle, on n'est plus sur la même échelle de médiatisation non plus. Le chantier a été, on va dire, réceptionné, officiellement réouvert. Et il y a autant de chantiers que Notre-Dame en France qui nécessitent les mêmes savoir-faire. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a suscité peut-être des vocations autour de Paris. Mais nos entreprises sont réparties sur tout le territoire en ruralité. Et il faut aussi attirer les jeunes en ruralité vers ces métiers-là. Et donc là, c'est l'enjeu justement de tous ces campus qui se sont développés un peu partout en région pour continuer à promouvoir les métiers, mais à l'échelle nationale. Très bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On va retenir que faire vivre les savoir-faire, finalement, c'est à la fois une affaire de conviction, de transmission, et surtout, c'est pour ça que vous avez ce badge, une question de reconnaissance économique et culturelle. C'est important de le souligner dans ces temps un peu difficiles, justement, pour le patrimoine et la restauration. Merci à vous. Cette émission est à revoir, bien évidemment, donc, sur la chaîne YouTube, avec toutes les autres qu'on a pu enregistrer pour ce Salon international du patrimoine culturel, Forum du patrimoine, qui continue donc jusqu'à samedi avec que des passionnés, vous l'avez constaté. Et je rappelle qu'il y a la revue 2025 qui vient de paraître dans le cadre de ce salon, 30e édition, consacrée à l'art déco. Que tous les deux vous aimez ce mouvement artistique. On a là une mosaïque d'Odorico qui est représentée sur la couverture de cette revue Atrium. Merci à vous. Merci et à à vous. très bientôt. Merci.